Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. Les budgets sectoriels en période électorale des ministères seront désormais harmonisés au Bénin. Les spécialistes en charge de ces questions se retrouvent pendant 72 heures à Cotonou pour prendre des résolutions conséquentes. Le certificat d'études primaires ouvre la série des examens de fin d'année au Bénin. Sur l'ensemble du territoire national, les candidats composent le 2 juillet prochain. Le tricycle fait partie des moyens de déplacement les plus adoptés au Bénin et surtout par les usagers du marché d'Otokpa. Un reportage vous est proposé sur cet engin qui rivalise avec les autres moyens de déplacement. Un atelier sur l'harmonisation des budgets sectoriels des ministères et autres institutions impliquées dans l'organisation des élections a démarré ce jour à Cotonou. Une initiative de la Commission électorale nationale autonome Sénat qui a pour objectif de réduire les dépenses liées aux élections et d'harmoniser les temps de travail et la rémunération des agents électoraux. Suivons le compte-rendu de Karl Kitome. La salle Tofa 2 du Bénin Royal Hôtel de Cotonou a accueilli ce 19 juin 2018 la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'harmonisation des budgets sectoriels des différents ministères et institutions intervenant dans le processus électoral au Bénin. Ces assises visent plusieurs objectifs. Beaucoup de feuilles de dépouillement ou documents électoraux ont souvent été mal remplis. Quand on est allé au fond de la question, on a constaté que ce sont des agents qui, formés, n'ont pas répondu présent le jour du scrutin. On s'est rendu compte que c'est les primes qui leur sont payées qui ne les motivent pas. D'une institution à une autre, les primes varient. Et la Sénat semble payer la prime la moins élevée. Et pour que nous puissions discuter et nous entendre sur tout au moins un intervalle de primes consensuelles à payer aux agents électoraux, nous avons dit qu'il faut quand même que toutes les institutions impliquées dans les élections se retrouvent. Chez nous au Bénin, il n'y a pas de normes dans la prise en charge de l'ensemble des agents qui interviennent dans les élections. Il faut qu'on puisse rechercher ensemble les moyens pour pouvoir réduire ou bien mieux comprendre, mieux décliner les différentes dispositions de ce code électoral-là pour réduire les coûts des élections. Le président de la Sénat, quant à lui, a appelé les participants à s'investir dans la tâche afin de prendre des résolutions pour une meilleure organisation des prochaines échéances électorales. Nous voulons nous engager dans un processus dynamique de réduction du coût de nos élections tout en veillant à leur qualité et ce, dans le respect du code électoral. Au regard de la grande expérience et de la qualité des participants que vous êtes, je ne doute pas que nos travaux seront couronnés de succès. En raison de la sensibilité du sujet, des spécificités et contraintes de chaque institution, je voudrais en appeler au sens de l'écoute, à l'esprit d'ouverture et à la capacité de concession réciproque, étant entendu que notre objectif commun est de garantir à notre chère patrie des élections libres, inclusives, pacifiques et transparentes. À 2 semaines de l'examen du certificat d'études primaires CEP, les élèves béninois et les enseignants se disent fin prêts. Dans toutes les localités, les dispositions ont été prises pour permettre aux éducateurs d'aller au bout des programmes scolaires malgré les longues semaines de grève. L'heure est aux derniers réglages dans les écoles sillonnées par nos équipes de reportage. Chimène Sosa. L'examen du certificat d'études primaires CEP 2018 démarre le 2 juillet au Bénin. À 2 semaines de cette échéance, les candidats sont confiants. Je pense que je dois réussir parce que j'apprends mes leçons. Je traite des épreuves pour bien m'appliquer et je révise mes leçons. À la maison, je ne s'amuse pas. Je prends mon cahier pour réviser ce qu'on a déjà fait.
Je prépare le CP en faisant des exercices, en traitant des épreuves à la maison. À l'école, je traite ça avec mes camarades. Tout comme les enseignants en ce qui concerne leur préparation. Il est bien vrai, il y a eu un temps de débrayage. Mais en tant que responsable, nous, on n'a pas connu tellement de grève. On a travaillé au rythme normal. Donc, ce qui nous a permis de terminer le travail il y a un bon moment. Donc, comme vous êtes en train de constater, nous sommes en période de révision. Et actuellement, après la récréation, les enfants sont en train de traiter une épreuve de mathématiques. Chez nous ici, on n'a pas baissé les bras. On continue toujours avec les renforcements. On a fini le programme depuis fort longtemps, mais comme l'État a prolongé un peu à cause des grèves, on a dû continuer avec les révisions, les renforcements dans toutes les matières, sans exception, pour que les enfants puissent s'en sortir le jour J du CEP. En conséquence de tout ça, là, on s'est préparé pour composer comme l'État a établi le calendrier scolaire depuis fort longtemps. On a fait nos programmations sur ça. On n'a pas attendu les grèves et consorts. J'ai préparé mes élèves pour ça, pour la réussite, 100%. Donc, nous sommes optimistes et nous pensons qu'avec l'aide du Seigneur, ça ira. Et on souhaite avoir 100%. Malgré cet état d'esprit, les enseignants souhaiteraient le respect du calendrier scolaire pour une parfaite exécution du programme et des activités académiques. On va demander aux autorités de prendre leurs dispositions pour que dans les années à venir, qu'il n'y ait plus ces genres de grève de mouvement. Les examens scolaires 2017-2018 au Bénin seront organisés suivant le calendrier réaménagé à la fin des mouvements de débrayage observés dans le secteur de l'enseignement. Le brevet d'études du premier cycle BEPC est prévu pour le 9 juillet et une semaine plus tard, le baccalauréat aura lieu. Les convocations attendent les candidats dans les directions départementales de l'enseignement secondaire et au siège de l'Office du bac. Les tricycles font partie du quotidien des Béninois. Depuis quelques années, ces conducteurs d'engins spéciaux disputent nos artères et autres routes avec les émigrants et autres motocyclistes et automobilistes. Ces engins n'ont aucun mal à se faire adopter par les populations béninoises, surtout les femmes du marché d'Antokpa. Nous nous sommes rendus dans leur univers. Les tricycles, communément appelés clobotos, ces engins à 3 roues ont envahi le quotidien des populations béninoises et ont la particularité de protéger les clients des intempéries de la nature. À Dantokpa, elles sont très nombreuses, les dames qui préfèrent ce type de transport. Ces conducteurs qui rivalisent avec les célèbres émigrants gèrent à leur façon les difficultés liées à leur métier. Pour devenir conducteur de tricycle, il faut avoir le permis catégorie B. C'est à défaut un endroit propice pour mener notre activité que nous sommes ici. Aujourd'hui, le tricycle constitue un moyen de déplacement très fiable. Avant, c'était rentable. Les tarifs varient en fonction des prestations et sont négociables. Le cloboto offre un meilleur confort aux clients. Les risques d'accident sont moindres et ces engins transportent beaucoup de bagages parfois. Nous n'avons pas un bon emplacement pour pouvoir mener notre activité. Et les autorités ont déjà même commencé par demander des tasses pour les tricycles, alors qu'on ne nous a pas mis dans les meilleures conditions pour pouvoir mener bien notre activité. En dépit de toutes ces difficultés, sans oublier les problèmes liés à la rentabilité, une doléance est donc formulée par ces derniers à l'endroit des autorités compétentes pour la construction d'un parking.
Le cancer du sein est un mal dont souffrent de plus en plus les femmes dans le monde. Plusieurs cas ont été déjà enregistrés dans notre pays qui ne disposent pas du plateau technique pour arriver au bout de la maladie si elle n'est pas vite décelée. Il faut donc recourir à la prévention et se faire dépister au moins une fois par an. Reçu sur nos plateaux d'émission, Serpous Dossou, médecin cancérologue, n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux femmes. Je ratifie, le cancer du sein ne se manifeste pas que chez la femme. Il y a également le cancer du sein chez l'homme. Et ce cancer du sein, au stade local, peut se manifester seulement au niveau du sein, mais à des stades avancés ou localement avancés ou des stades métastatiques, on peut retrouver une manifestation du cancer du sein soit au niveau du poumon, c'est-à-dire le cancer du sein peut envoyer des lésions au niveau du poumon. On peut retrouver également une manifestation du cancer du sein au niveau hépatique, c'est-à-dire au niveau du foie. Et on peut également retrouver une manifestation du cancer du sein au niveau des os, c'est-à-dire on peut avoir des manifestations osseuses du cancer du sein. Et enfin, on peut retrouver également une manifestation du cancer au niveau du cérébral, c'est-à-dire c'est la métastase cérébrale qu'un malade du cancer du sein peut développer. Le cancer, c'est une prolifération anormale des propres cellules de notre organisme, d'accord, qui échappe au mécanisme de régulation. Il faut dire, depuis la fécondation, entre l'ovule et le spermatozoïde, il y a un mécanisme qui régule la multiplication des cellules. Et ce mécanisme dit aux cellules de l'œil de devenir l'œil, aux cellules de la peau de devenir la peau, et à telle cellule de devenir tel organe. À un moment, ces cellules échappent au mécanisme au contrôle et commencent par se multiplier de façon anarchique et commencent par envahir l'espace et l'organe dans lequel il se trouve, notamment dans le cas d'espèces actuellement le sein, et puis envahit également les organes aux alentours. C'est ce qu'on appelle la métastase qu'on vient de définir. Dans le cas du cancer du sein, on peut avoir une expression hépatique, pulmonaire, cérébrale ou osseuse. Le cancer du sein commence en général par une boule, un nodule qu'on constate dans le sein. Et ce nodule augmente progressivement de taille, de volume et de douleur. Si rien n'est fait, ce nodule envahit progressivement une partie du sein, puis toute la superficie, tout le volume du sein. Et si rien n'est fait jusqu'à ce moment, ce nodule peut se manifester par, lorsque ça prend tout le sein, par un phénomène qu'on appelle habituellement le phénomène de peau d'orange. C'est-à-dire vous avez le sein qui a les aspects pointillés comme une orange, c'est ce qu'on appelle le phénomène de peau d'orange. À ce stade, nous classifions le cancer du sein déjà au stade 4. Et en ce moment, si rien n'est fait, ce cancer du sein peut envoyer des lésions secondaires, c'est-à-dire des lésions filles au niveau du foie. Là, vous aurez votre abdomen, votre ventre qui va commencer par augmenter de taille, vous aurez mal au niveau du foie. Ça peut envoyer aussi des lésions filles au niveau de l'os. Là, vous allez commencer par avoir des douleurs osseuses. Ça peut envoyer également des lésions secondaires au niveau cérébral. Vous allez avoir des maux de tête, vous n'allez pas pouvoir bien marcher. En cancérologie, surtout dans le cas du cancer du sein, il n'y a pas une relation directe de cause à effet. Il y a ce qu'on appelle le facteur de risque. C'est quoi le facteur de risque? Si je prends une population A, dans laquelle les gens sont exposés à des facteurs de risque comme le fait de fumer, le fait de prendre de l'alcool, comparé à cette population B, où les gens prennent toutes les précautions, ne font pas cela, on va remarquer que d'ici quelques années, il y a plus de pourcentage de cancer du sein dans la population exposée que dans la population non exposée. Cependant, il y aura également des femmes dans la population non exposée qui vont quand même développer du cancer du sein. C'est cela qu'on appelle un facteur de risque. Ce n'est pas une relation de cause à effet, mais c'est une relation où ceux qui sont exposés à ces facteurs de risque font beaucoup de cancer. Dans le cas d'espèces du cancer du sein, on classifie les facteurs de risque en 3 groupes. Il y a les facteurs de risque hormonaux, c'est-à-dire lorsque vous avez la puberté précoce. Aujourd'hui, c'est fréquent de voir nos filles aujourd'hui avant 10 ans, 11 ans avoir les menstrues. C'est-à-dire que la puberté précoce, c'est lorsque vous avez les règles avant 11 ans. C'est un facteur de risque du cancer du sein. Ou lorsque vous avez une ménopause tardive, c'est-à-dire lorsque vous développez votre ménopause après 55 ans, vous êtes exposé à développer un cancer du sein. Lorsque vous n'accouchez pas, l'absence de maternité, vous êtes exposé à faire un cancer du sein. Lorsque vous n'allaitez pas, vous êtes exposé à un cancer. Lorsque vous faites une grossesse également tardive, vous êtes exposé à des facteurs. Ça, ce sont des facteurs du risque. Le dépistage du cancer du sein passe par le dépistage précoce. Ce dépistage précoce passe par une autopalpation du sein. Les femmes qui sont en activité sexuelle, une semaine après les règles, doivent s'autopalper le sein.
Parce qu'une semaine après les règles, le sein est moins tendu et ça permet de détecter plus facilement s'il y a un nodule ou pas. Après avoir essayé de palper les 4 tranches, vous appuyez également le mamelon pour voir s'il y a un liquide séro-hématique qui sort. La seconde méthode, c'est de faire une échographie ou une mammographie une fois par an chez les femmes, chez les femmes adultes. Une femme qui, après l'autopalpation, remarque qu'il y a un nodule du sein, elle doit avoir le même réflexe que toute femme, même qui n'en est pas. Elle doit se rendre chez un médecin, chez un gynécologue ou un médecin généraliste, qui doit lui demander une mammographie, une échographie de dépistage, où elle ira faire ça dans un centre de radiologie, et qui va classifier ce nodule. Je rappelle que tous les nodules ne sont pas tumoraux, d'accord? Donc, lorsque le radiologue classifie ce nodule, on sait à peu près, selon le compte rendu du radiologue, si c'est un nodule tumoral ou pas. De là, on déroule toute la batterie d'examens pour confirmer ou infirmer le diagnostic de cancer du sein. La prévention du cancer du sein passe par 3 étapes. Il y a la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. La prévention primaire, c'est tout ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le cancer du sein. C'est l'éviction des facteurs de risque que je viens d'énoncer. Oui. La prévention secondaire, c'est le dépistage précoce dont nous venons de parler. Il faut dépister très tôt le cancer, parce que plus la lésion est petite, plus la lésion elle est au stade de début, plus on a beaucoup de chances de guérison. Et enfin, la prévention tertiaire, c'est que lorsque la maladie est détectée, diagnostiquée, il faut bien la traiter. Les sélections africaines éprouvent de difficultés en ce début de mondial Russie 2018. Après les revers de l'Égypte, du Maroc et du Nigeria, les 15 et 16 juin dernier, les Aigles du Carthage de la Tunisie ont également perdu hier leur match inaugural de la 21e édition de la fête du football mondial, 1-2 face à l'Angleterre sur le fil du rasoir. Les amoureux du football africain ont désormais leurs yeux rivés sur la prestation des Lions de la Teranga, le Sénégal. Sadio Mané et ses partenaires viennent d'effectuer leur premier pas dans la compétition face à la Pologne. Nous reviendrons sur l'issue de la rencontre dans nos prochaines éditions. Parlons des performances des pays africains lors des grands rendez-vous. Plusieurs raisons peuvent les expliquer. Parmi celles-ci, nous avons l'absence de véritables politiques de développement du football, l'inexistence d'infrastructures idoines. C'est le cas, par exemple, dans la ville d'Alada, où la jeunesse semble être laissée pour compte. Chef-lieu du département de l'Atlantique, la commune ne dispose pas d'infrastructures adéquates pour la pratique du sport. Le stade municipal n'existe que de nom. La commune d'Alada qui est érigée en chef-lieu de département, qui n'a même pas un terrain de football. Notre stade omnisport est dans un état piteux. Ces propos de Bruno Adanzounon, président de l'association sportive de la commune d'Alada Aska, tenus le samedi 7 avril 2018, nous ont amenés à effectuer une descente sur le stade municipal d'Alada le lendemain. Situé à proximité de l'hôtel de ville, l'infrastructure ne ressemble en rien à une arène sportive. L'état de l'enseigne n'est qu'un aperçu du délabrement dans lequel végète ce stade. Retrouvé à l'entrée, le président de l'Aska et l'un de ses proches collaborateurs, Elias Beido, accède à l'enceinte. Nous les rejoignons. Le constat est amer. Les limites du terrain de football ne sont plus visibles. Il n'y a pas de gazon sur l'aire de jeu, ni de poteaux. Selon les explications du président Bruno Adanzounon, l'un des poteaux tombés entre-temps se trouve ici et l'autre à la mairie. Cette situation l'attriste et il appelle les autorités compétentes à la rescousse. Ça nous gêne beaucoup et nous cessons d'attirer l'attention de nos autorités sur ça. Et nous prions les autorités au plus haut niveau, le président de la République, le ministre de la Jeunesse et des Sports, de diligenter une équipe pour venir constater de visu l'état dans lequel se trouve le stade omnisport d'Alada. Les activités sportives, pour l'instant, se déroulent un peu partout. C'est les collèges, pour ne pas dire le CG1 d'Alada, qui dispose d'un terrain non réglementaire.
que nous utilisons pour nos activités sportives. Un tour au CEG1 d'Alada et le constat est effectif. La jeunesse adrésienne a pris d'assaut ces installations sportives. Ces jeunes, ne pouvant rester inactifs, y pratiquent leur sport de prédilection depuis 2011. Avant de rejoindre le terrain du collège, les membres de l'Amitié FC, un club composé de joueurs ayant déjà arrêté leur carrière et encore en activité, ont œuvré pour la réhabilitation du stade municipal Omnisport en vain. Edouard Jossou et Rodrigue Dossavillovo expriment leur désolation. Le club qui joue ici, que vous voyez là, nous on s'était organisé, on a déblayé le terrain, mais avec l'avènement d'Atral, on nous l'a arraché. On l'a arraché de force et on nous a envoyé de loin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes venus nous installer sur le terrain du CEG ici. Donc vous voyez un peu comment les autorités agissent. Ils n'ont aucun souci du bien-être du sport dans la localité. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage et moi je regrette que les autorités ces autorités-là ne puissent comprendre l'importance du sport dans le monde aujourd'hui. Je dirais que c'est malheureux. C'est malheureux pour une commune comme Alada. Une commune qui plus est devenue un chef-lieu de département aujourd'hui. Et depuis lors, on n'a jamais constaté le rétablissement de cette infrastructure pour permettre aux jeunes d'Alada de se mouvoir sportivement. Même le projet de réhabilitation du stade initié par les autorités il y a quelques années est devenu un éléphant blanc. Cette absence d'infrastructures sportives adéquates dans la commune crée beaucoup de préjudice à la jeunesse. Les promoteurs de tournois n'ont plus la possibilité d'offrir un cadre d'expression approprié aux athlètes. Moi, je ne trouve même plus là où je dois organiser des tournois. Tournois de football, de volley ou de hand. Vous voyez l'état dans lequel se trouvent les aires de jeu au niveau du basket. En dehors du CG, c'est un terrain privé qui est à Lomé que les basketteurs utilisent. Il n'y a pas un bon terrain, un terrain digne de nom où les gens vont s'entraîner et compétir. Je demanderai plutôt, non seulement au gouvernement, mais aux autorités locales de revoir leurs copies, d'aider un peu la jeunesse. De sources proches des autorités communales, le maire d'Alada a évoqué le problème au ministre en charge des sports, Oswald Omeki, lors d'une réunion. Il urge donc que des dispositions soient prises le plus vite possible pour l'éclosion des talents. Surtout que des jeunes pousses se forment actuellement à travers les classes sportives. Une jeunesse épanouie est gage d'une cité prospère. Pour ce faire, il lui faut vivre ses passions dans des conditions appropriées. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à ESAE Télévision. À bientôt.